Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Poulain sans réserve, on est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio pour parler avec notre première invitée Béatrice Denas de la transphobie. Est-ce qu'il y a une transphobie en France qui gagne du terrain? Et puis on parlera en deuxième partie d'émission avec Benjamin Morel, politologue, de Gabriel Attal et de sa passion pour l'autorité et son discours d'hier bien sûr et des 100 jours. Si vous souhaitez nous joindre, le standard c'est le 0826 300 300 pour poser vos questions et réagir à nos invités. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 13h. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à toutes vos équipes pour la radio du rugby parce que grâce à vous, on peut suivre les matchs et c'est juste génial. Sud Radio, parlons vrai. Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invitée, c'est Béatrice Denas. Vous êtes journaliste, coprésidente de Trans Santé France et vous avez sorti un livre aux éditions First, Ce corps qui n'était pas le mien. Vous racontez en fait cette vie que vous avez attendu de devenir enfin une femme. Enfin, vous étiez une femme, mais le corps que vous aviez était celui d'un homme. Et vous expliquez d'ailleurs avec beaucoup de détails les opérations de transition, les questions que vous avez aussi dans votre vie. Et puis la difficulté en fait quand on a cette dysphorie de genre, c'est ainsi qu'on l'appelle, de comprendre qu'on n'est pas seul, de savoir ce qui nous arrive, de le faire accepter aux autres aussi, sachant que vous avez attendu d'avoir 60 ans pour faire cette transition, et qu'à l'époque où vous vous posiez ces questions, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, et vous étiez dans une solitude totale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les personnes trans sont mieux accompagnées, qu'il y a sur cette dysphorie de genre une meilleure connaissance, même si on va parler après évidemment de la transphobie? Oui, parce qu'en fait quand on dit on a l'impression que souvent et notamment les transphobes, et je pense qu'on en parlera de Ramouto et Marguerite Stern. En fait, on a l'impression que ça m'a pris à 60 ans. Non, c'est parce que tout simplement, je suis dans une génération. Moi, c'est depuis que j'ai l'âge de 4 ou 5 ans que je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui collait pas en moi et que intérieurement, je me sentais fille dans un corps de garçon. D'ailleurs, je m'empresse de préciser qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de lobby LGBT ni quoi que ce soit, comme on dit aujourd'hui. C'était pas une mode non plus, comme on le dit aujourd'hui, mais simplement intérieurement, je le ressentais, sauf que c'était d'autant plus dur pour moi qu'à l'époque, en effet, on parlait pas de transidentité, donc je me suis demandé si j'étais pas un monstre d'ailleurs, de me sentir mal. Et puis, j'ai plongé dans une hypertimidité, une désocialisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance, en effet, d'en parler ouvertement. Il n'y a pas une épidémie, simplement, comme on n'en parlait pas avant. On a l'impression que ça n'existait pas, mais en plus, dans mes conférences, je raconte en effet que ça existe depuis très longtemps. Très longtemps, depuis la mythologie grecque, ça existe en fait. Les premières opérations aussi remontent aux années 30. Aussi, exactement. C'est à peu près dans les années 50 que ça commençait un peu à... on a commencé à essayer d'aider les personnes trans à être elles-mêmes. Ça restait quand même très très marginal, c'était aussi très psychiatrisé. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Donc c'est en ça que c'est intéressant de se dire, ça a avancé. Les enfants trans, parce qu'on va en parler aussi, je suppose, les enfants trans, ils ont cette possibilité que moi je n'ai pas eue. Moi j'ai eu une enfance très très dure, alors non pas de la faute de mes parents, mais très très dure, parce qu'en effet, j'étais pas la personne que j'aurais dû être. Et vous pouviez en parler à personne, c'est ça? Et je pouvais en parler à personne. Donc, et c'était pas, c'était pas le fait que je sois folle ou fou. Encore une fois, c'était simplement que je le ressentais. Donc aujourd'hui, aidons les enfants trans. Alors, on a dit oui, mais c'est du prosélytisme. Vous savez, tous les matins, je suis pas en train de compter en me disant super, il y a 3 enfants de plus. D'autant qu'on sait que c'est quand même une forte souffrance de ne pas être soi-même. Donc non, simplement le fait que maintenant il y ait des équipes qui les suivent, les enfants trans, mais qui les écoutent, parce que peut-être qu'ils sont pas véritablement trans, peut-être que c'est une transition, temporaire. Donc, on va pas, et contrairement à ce qu'on dit, ils vont pas être opérés, les opérations, c'est pas avant 18 ans. Exceptionnellement 16 ans pour les torsoplasties, c'est-à-dire en fait l'ablation des seins, si vraiment l'ado trans va vraiment très très mal,
qu'il en est déjà à 2 ou 3 tentatives de suicide et une énorme dépression, une déscolarisation et autres, on va l'aider. Mais en quoi ça fait du mal à quelqu'un qu'on aide des personnes qui sont dans une forme de détresse ? Moi, franchement, je comprends pas et c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Et en effet, on est arrivé dans une situation de transphobie, mais véritablement brûlante, et moi ça m'inquiète beaucoup. Vous pensez que la transphobie en France gagne du terrain En ce moment, on peut pas dire, mais entre le groupe LR du Sénat qui vient de déposer une proposition de loi qui veut interdire tout accompagnement des enfants trans, donc rien avant 18 ans. Rien, y compris psychologique. Si. Alors, ce qu'ils proposent, c'est ce qu'on appelle, nous, des thérapies de conversion. C'est-à-dire qu'en fait, ils voudraient, en effet, développer des groupes de pédopsychiatres, mais non pas pour les aider, mais simplement pour moi ce que j'appelle les remettre dans le droit chemin, et c'est exactement une thérapie de conversion. On est exactement dans la même situation que les homosexuels dans les années 60-70, où en effet des sectes, des médecins avaient lancé des thérapies de conversion parce que être homo, c'était une espèce pour eux de déviance, il fallait les remettre dans le droit chemin. On sait qu'en règle générale, ça conduisait encore plus à des suicides, d'ailleurs. Voilà, on peut pas aller contre le fait. Je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir, mais c'est exactement la même chose. Souvenez-vous, pendant des années, les gauchers, on a essayé de les contrarier. Donc, il fallait absolument être droitier, parce que c'était insupportable d'être gaucher. Le gaucher, c'était pas une lubie, c'était pas c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qui arrive en soi. On ne le fait pas exprès. Ce serait beaucoup plus simple si on était entre guillemets dans la norme. Voilà, on ne l'est pas et on n'est pas là pour embêter qui que ce soit. On est là simplement pour vouloir vivre notre vie d'une manière simple, comme n'importe quel citoyenne, et qu'on ne mette pas les bâtons dans les roues en permanence. Mais alors après, il y a le livre, comme vous le dites, de Dora Muto et Marguerite Stern, Transmania, qui fait état plutôt d'une situation aux États-Unis plutôt que de ce qu'on a en France, avec un certain prosélytisme peut-être aussi de milieux militants. C'est pas le cas en France. Alors honnêtement, j'ai pas encore lu leur livre, mais j'ai lu des extraits qu'on m'a communiqués. Et c'est ça qui est fou, mais c'est la même chose d'ailleurs notamment quand il y a eu le groupe de travail LR, où en fait ils se sont fondés énormément sur des études et des situations qui existent aux États-Unis. Qui sont, là c'est pas la même culture, c'est pas pareil aux États-Unis. Il y a, c'est vrai aussi, certainement des associations très très radicales. Ce qui est pas le cas de mon association. Donc en fait, voilà, elle s'appuie sur et puis en plus, honnêtement, c'est d'une violence quand je vois qu'elle nous traite de fous furieux, du transgenrisme, qu'on est des ravagés du cerveau. C'est d'une énorme vulgarité, parce qu'en fait, elle consacre énormément de place, aux relations sexuelles, à la sexualité, notamment des femmes trans, parce que c'est vraiment nous, femmes trans, qui sommes mises, au pilori. C'est en parlant aussi d'idéologie, mais enfin, moi, ça me surprend à chaque fois et je suis consterné. Moi, je suis pas une idéologue. Je suis une femme trans. Je suis présidente d'une association. Mais moi, c'est pas une idéologie. Moi, je veux simplement, encore une fois, mon combat, et notamment puisque je travaille beaucoup avec des médecins. Je travaille avec la Haute Autorité de Santé, avec l'assurance maladie. C'est simplement pour qu'on soit dans le droit commun, qu'il n'y ait aucune différence ni discrimination à notre égard. Et encore une fois, qu'on vive notre vie tout à fait normalement, on fait de mal à personne. Et en France, la France c'est encore une exception, puisque c'est le seul pays qui rembourse totalement les opérations de réassignation de genre. Alors c'est pas tout à fait vrai, il y a des États aussi au Canada où ça peut se faire. En Belgique, je sais que ça peut se faire aussi, mais en effet, la France a été le premier pays de ce point de vue-là. Et alors ça choque. En fait, quand ça a été décidé, c'était simplement parce qu'en effet, les transidentités. À l'époque, on parlait de la transidentité. Ça conduit. Enfin, il faut quand même avoir en tête des chiffres, et ça pas des chiffres bidonnés ni quoi que ce soit. Il y a eu des tas d'enquêtes qui arrivent à peu près au même chiffre, même dans plusieurs pays semblables à la France. Il y a à peu près les 2/3 des personnes trans qui ont pensé un jour au suicide. Et c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas une folie. Et puis il y a 1/3 des personnes trans qui ont fait au moins 1 ou 2 tentatives de suicide. Pourquoi ? Pas parce qu'on est trans, mais tout simplement parce que la vie
trans peut être compliqué quand dans la famille on est rejeté, etc., etc. Donc le fait vous avez fait un burn-out en fait. Alors j'ai fait un burn-out. À un moment, c'était plus possible en fait. Alors j'ai fait un burn-out parce que d'abord, le poste que j'occupais à Radio France était vraiment très prenant, et puis en plus j'étais tellement mal dans ma tête. Pour ça, encore une fois, j'ai attendu la soixantaine, mais ça devenait de plus en plus insupportable avec au moins 2 tentatives de suicide parce que j'étais très très mal dans mon corps, même si là pour le coup ma famille à qui j'en avais parlé me soutenait fortement, et encore une fois je les en remercie, mais il n'empêche que je n'avais pas le courage au sein de ma société, qui était Radio France, mais qui est pas la pire en termes d'ouverture, mais à l'époque on ne parlait pas de transidentité. Donc j'étais quand même assez connu de tous les salariés, et ça aussi, c'est une réminiscence de ma jeunesse où j'ai quand même encore un fond. J'avais encore un fond de timidité. J'avais peur qu'on se moque de moi. J'ai tellement vécu le harcèlement scolaire, mais on parlait pas non plus, on mettait pas ce mot-là à l'époque, que j'ai toujours eu peur. Et je me suis jamais senti légitime. Et c'est pour ça, même en réfléchissant dernièrement, pour moi, il y a 2 légitimités. J'ai eu ma légitimité de journaliste, où là, franchement, j'y allais à fond parce que je me sentais légitime, et puis mon illégitimité d'être humain, de ne pas être ce que j'aurais dû être. Et là, ça m'a conduit vraiment à des situations où, en effet, j'avais encore parfois peur des autres, ou peur qu'on se moque de moi, ou peur d'être discriminé. Et ça, je suis pas la seule à l'avoir vécu. Donc, mais ça reste difficile de parler de ça quand même à ses proches quand vous l'annoncez à votre femme. Le coming out est quand même très compliqué. Et ça le reste pour... Mais pour tout le monde, parce que moi j'ai eu de la chance que ce soit bien accepté, mais en règle générale, ça peut se terminer, ça s'améliore quand même, mais par un divorce ou des enfants qui rejettent leurs parents trans. Donc c'est jamais gagné. Et un coming out, c'est une énorme souffrance, parce qu'on c'est génial parce qu'on révèle ce qu'on est, donc ça c'est super, mais d'un autre côté on sait jamais en face comment la personne va réagir. Et donc voilà, donc il y a des choses qui avancent, et puis on est vraiment, en effet, puisqu'on parlait tout à l'heure de transphobie, quand on voit en effet cette proposition de loi des sénateurs LR, quand on voit ce livre qui est vraiment transphobe, voilà, par exemple, je vois aussi le fait de dire que donc pour nous, on voudrait imposer à tout le monde la transidentité, mais on retrouve exactement les mêmes arguments stupides qu'au moment, en effet, où l'homosexualité s'est révélée au grand public, alors que là aussi, ça existe depuis la mythologie, où on disait qu'en fait, il fallait pas trop en parler parce que tous les enfants allaient devenir des homos, où on disait également que les homos voulaient imposer l'homosexualité à tout le monde. Bon, c'était stupide, ça ne s'est pas produit, évidemment, mais on retrouve exactement les mêmes arguments, les faux arguments, les contre-vérités qui ont pu être disséminées au moment, en effet, où, encore une fois, l'homosexualité s'est vraiment révélée au plus grand nombre. Nous, les transidentités se révèlent au plus grand nombre depuis quelque temps, et c'est bien souvent, malheureusement, d'ailleurs, c'est pas la réaction transphobe est parfois liée simplement à une méconnaissance. Et quand on ne connaît pas très bien, on a peur, et puis ça suscite parfois de la haine, et on rejette. On a avec nous un auditeur, Julien de Marseille. Bonjour Julien. Oui, bonjour Sud Radio. Il y avait une question pour votre invité. Est-ce que pour lui, il est pour que les femmes trans comme lui soient intégrées aux compétitions féminines de sport? Alors elle oui, je comprends pas pourquoi vous m'appelez lui, mais bon. Oui, mais parce que c'est la voix après, excusez-moi, désolé pour vous. Et donc, les compétitions de sport, oui, on a eu aussi ces débats-là sur des athlètes transgenres. C'est un grand débat, pour l'instant. Merci Julien. Oui, c'est une bonne question qu'on a d'ailleurs abordée lors de notre congrès l'année dernière à la Cité des Sciences. C'est compliqué. Il y a d'ailleurs un groupe de travail qui a été créé par le ministère de la Santé, ministère des Sports et des JO d'ailleurs, autour de tout ça, avec notamment Sandra Forgue, qui est une ex-championne olympique trans, qui ne concourt plus. Et c'est compliqué parce qu'on met toujours en avant l'histoire de la testostérone, mais avec cette impression qu'il y a que les personnes trans
qui auraient encore un taux de testostérone très fort. Il y a aussi, et sans oublier de le dire, des femmes cis, donc non trans, qui ont également des taux de testostérone importants. Donc moi je trancherai pas là-dessus. Simplement, en effet, c'est une discrimination, par exemple, qu'une femme trans ne puisse pas concourir ou jouer avec des femmes cis. Il y a déjà des contrôles qui sont effectués au niveau de la testostérone. Bon, c'est pas si simple que ça, mais je pense que ça avance. Et puis il y a des fédérations qui sont quand même très avancées là-dessus. Qui, par exemple, la fédération de rugby est très avancée sur cette question. Mais on trouve aussi là de la transphobie qui s'exerce. Bon, on est vraiment au tout début de la réflexion là-dessus. Moi, j'espère qu'on va pas, parce qu'il y a eu cette réflexion stupide de dire, il faudrait créer une troisième catégorie. Alors, il y aurait la catégorie homme, la catégorie femme et la catégorie trans. Alors là, c'est vraiment une discrimination. Alors déjà, on est tellement peu nombreux, sur la planète, qu'on va avoir du mal à trouver des champions de haut niveau uniquement trans. Donc non, il faut réintégrer, il faut faire en sorte qu'il y ait en effet une ouverture d'esprit. Voilà, et ce que je peux dire pour l'instant, mais c'est une réflexion qui avance énormément. Oui, dans le milieu du sport, c'est assez compliqué. Mais est-ce que vous comprenez aussi toutes les questions qu'il y a notamment sur les traitements hormonaux pour les enfants, les bloqueurs de puberté pour les enfants trans, où il y a une tribune, je crois, dans Libération que vous avez co-signée, en disant que non, il y a pas à empêcher ces traitements en réalité, puisque ils sont nécessaires. C'est ça qui est terrible. On l'évoquait tout à l'heure avec la proposition de loi des sénateurs LR qui ne veulent absolument rien, si c'est en effet une thérapie de conversion avant 18 ans. Mais d'abord avec des arguments complètement faux. Donc comme je disais déjà, il n'y a pas d'intervention chirurgicale avant 18 ans. Exception faite éventuellement 16 ans, torsoplastie. Traitement hormonal, alors les bloqueurs de puberté, c'est vraiment le fanion qu'on agite en disant c'est hyper dangereux, c'est expérimental. Sauf que ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est quand même un traitement hormonal donc qui bloque la puberté. D'abord, il est très peu prescrit. On peut pas aller dans une pharmacie le demander, ça peut se faire que dans des hôpitaux et après énormément de rendez-vous, et en règle générale ça ne concerne vraiment que les jeunes trans qui sont dans une situation là aussi désespérée, de tentative de suicide, de scarification. Et dire que c'est dangereux, expérimental, non, ça existe depuis des décennies. C'est prescrit à des enfants, à des ados qui ont une puberté précoce. Donc ce qui est amusant, c'est qu'en fait, pour les enfants cis, donc non trans, ça pose aucun problème. Sauf que c'est vrai, il peut y avoir des effets secondaires, mais comme pour n'importe quel traitement, les femmes qui prennent la pilule, c'est un traitement hormonal, et on sait qu'il peut y avoir des effets secondaires. Bon, on n'est pas en train de se battre contre la pilule, donc c'est la même chose. Donc dire que les traitements et que les bloqueurs de puberté c'est très dangereux. Oui, il peut y avoir des effets secondaires, mais ça fait des décennies qu'ils ont été expérimentés et on connaît bien ce que ça fait. Merci beaucoup Béatrice Denas d'avoir été notre invitée, coprésidente de Trans Santé France. Je rappelle votre livre Ce corps qui n'était pas le mien aux éditions First. Merci. Merci. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors, vous connaissez cette formule incroyable de Gabriel Attal. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Il la répète à l'envi. Et alors ça, il a commencé à utiliser cette formule au grand jury. C'était en 2020 d'abord. Il était porte-parole du gouvernement. On l'écoute. Il faut finalement qu'on en revienne à cette idée de tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Voilà, et puis en 2021, il réitère, c'était cette fois-ci sur CNews, il était encore porte-parole du gouvernement à l'époque. Il faut en revenir à ce principe, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, et si tu agresses quelqu'un, tu as une réponse pénale. Dans la réalité. Mais ça n'existe pas dans la réalité, non, mais alors c'est pas pour autant qu'il a lâché la formule, puisque devenu Premier ministre, il la replace dans son discours de politique générale, c'était au mois de janvier de cette année. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Voilà, bravo. Et puis, finalement, hier, c'était son discours sur l'autorité à Viry-Châtillon. Évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il recycle sa formule. Il est temps d'ériger comme principe dans les familles, à l'école, dans la rue, une phrase simple, une phrase que j'ai affirmée dans ma déclaration de politique générale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Alors nous on s'est dit, y a un truc là, c'est presque comme un mantra ou du moins un flow d'un rappeur qui aurait voulu faire un truc, un tube. Alors avec MC Félix Mathieu, on a fait un petit mix de ces différentes prises de parole sur le tu casses, tu nettoies, on écoute. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Ouais, c'est ça Gabi, MC Gabi, incroyable. Mais alors, plus incroyable encore, savez-vous que cette formule, eh bien, ce n'est pas lui, Gabriel Attal, qui l'a inventée, qui en a la paternité, c'est Pierre-Yves Bournazel en 2019 qui l'utilise, on l'écoute. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Voilà. Et Pierre-Yves s'est fait chourer sa formule par le faussaire Gabriel Attal, qui en a fait un tube planétaire incroyable. Alors, on répète après moi, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, et tu ne piques pas les punchlines des autres. Voilà, à tout de suite avec notre invité. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour revenir sur justement le bilan de Gabriel Attal, notre cher Premier ministre. 100 jours à Matignon, alors ce fameux bilan des 100 jours, je ne sais pas s'il a encore un sens avec la rapidité des choses. Qu'est-ce qu'il a fait en 100 jours, Gabriel Attal, à part beaucoup communiquer ? Très peu de choses, mais il a été nommé pour communiquer en réalité. Et c'est peut-être là l'hiatus, parce que on va pas non plus être injuste avec Gabriel Attal, il n'a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité parlementaire, il y a une marge de manœuvre budgétaire qui est réduite à peau de chagrin, pour ne pas dire à néant, et donc on a une capacité d'action à peu près nulle. Le problème, c'est que derrière, Emmanuel Macron a des européennes. Donc au mois de janvier, la question se pose, est-ce que les européennes sont déjà perdues, auquel cas je garde Elisabeth Borne, et puis on verra après les européennes. Le problème, c'est qu'on rentre en canard boiteux, que derrière, qu'est-ce qu'on fait pendant les 2 ans qui restent, si jamais la majorité part en carabistouille? On va essayer de lancer un nouveau souffle, on va essayer de lancer un produit de communication, et ce produit de communication va permettre de ramener des électeurs parce qu'il va bien savoir communiquer. Le produit en question, c'est Gabriel Attal. Et en 100 jours, on a eu de la communication, mais là où c'est relativement grave, parce que, évidemment, encore une fois, les cartes ne sont pas dans ses mains. Et c'est qu'il n'a pas si bien communiqué que ça. Au bout de 100 jours, est-ce que vous êtes capable de me citer une grande mesure attalienne? En fait, il n'y en a pas eu vraiment. Non, il y a eu des punchlines, il y a eu des annonces. Il y a eu des passages sur le terrain, etc. Ouais. Mais au fond, les grands sujets structurants depuis 100 jours, l'agriculture, les finances, etc., ils viennent pas de Matignon. Ils viennent de l'actualité qui s'impose au gouvernement, ils viennent de l'Élysée, ils viennent de Bercy, ils viennent pas de Matignon. Donc on voit que là-dessus, la communication n'a pas été au rendez-vous. C'est grave pour un communicant. Il y a quand même une constante, c'est l'éducation. Le fait que Gabriel Attal veut absolument garder cette image de quelqu'un qui s'implique dans la transformation de l'éducation nationale. Avec hier des annonces qui ont choqué beaucoup de professeurs, mais aussi des avocats, des magistrats qui disent que tout ça c'est totalement illusoire, c'est extrêmement populiste, voire dangereux. La comparution immédiate à 16 ans, le maintien de peines plus lourdes, les enfants à l'école de 8h à 18h, mais avec qui, puisqu'on manque déjà de professeurs? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas là aussi, comme vous le disiez, une campagne permanente, du coup des promesses de campagne, mais dans la bouche d'un Premier ministre, ça ne devrait pas être des promesses, on devrait être sur de l'action et autre chose qu'un Grenelle, non? Il y a 2 éléments, là, encore une fois, et si on veut être juste avec Gabriel Attal, il n'a pas vraiment de marge de manœuvre. On ne peut pas avoir de grands projets de loi sur l'éducation, ça passerait pas, on ne sait pas exactement comment ça tournerait. Les marges de manœuvre, aujourd'hui, si on veut faire bouger les choses à l'éducation nationale, vous l'évoquiez, mais elles sont budgétaires. Hors budget, il n'y en a pas. On a même coupé dedans dans le cadre de l'économie sur 10 milliards et peut-être demain un peu plus. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste éventuellement des modifications organisationnelles. On peut agir uniquement dans le champ réglementaire sur le fonctionnement du service public de l'éducation nationale. Très bien, mais en la matière, forcément,
vous mettez soit du symbolique, soit vous allez dans une forme de restriction un peu répressive sur certains comportements, mais vous changez pas la figure du service public de l'éducation nationale avec uniquement ça. Donc vous êtes condamné à de la communication, mais il faut voir d'où vient Gabriel Attal. Prenez la rentrée. Qu'est-ce qui fait que Gabriel Attal est aujourd'hui à Matignon ? C'est essentiellement son passage éclair à l'éducation nationale, mais marquant pour une polémique, la question de l'abaya. Du point de vue de la communication politique, l'abaya, c'est un coup de génie. Vous avez un truc qui se règle par une circulaire. Est-ce qu'il y a un vrai problème de fond ou pas ? C'est pas mon objet. Mais ça se règle par une circulaire. Si jamais c'est maltraité médiatiquement, le problème se pose le matin. À midi, vous prenez la circulaire, elle paraît au JO le lendemain. Fini, rideau, il n'y a pas de séquence médiatique. Là, Gabriel Attal construit quelque chose du point de vue de la communication politique. Il y a le teasing, attention, il y a un problème. La rentrée est menacée par les abayas, ça dure 2 semaines, on en débat, etc. Ensuite, le ministre envisage de prendre une décision, il la met en scène, il prend la décision, climax, et ensuite, il y a le service après-vente de la décision, ça dure 1 mois. 1 mois pour un truc qui paraît au JO et c'est fini. Et donc, c'est du génie de la communication, le truc de l'abaya. S'il nous fait ça à la rentrée, s'il nous fait ça de janvier à aujourd'hui, c'est 100 jours plutôt réussi, mais il n'a pas réussi à refaire ça. Il n'a pas fait ça, non, puisqu'il a été obligé de réagir à chaud à la crise agricole. Ça, c'était pas prévu. Exactement. Alors, de manière de communicant, on se rappelle de ce discours sur la botte de paille avec les fiches Bristol en disant on vous a compris. Visiblement, les mesures tardent à venir, on voit que ça se renvoie la balle entre les ministères. La crise aussi du déficit public, comme vous le disiez, ça c'est Bercy qui gère, et du coup c'est Bruno Le Maire qui prend la lumière. Gabriel Attal, lui, revient finalement sur ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire l'autorité à l'ancienne, l'uniforme. Ça a commencé au SNU d'abord, le service national universel, et on voit que ça revient, l'uniforme à l'école, les mesures pour les élèves perturbateurs qui seraient marqués à vie de toute leur vie scolaire sur ce qu'ils font. On a l'impression de revenir en arrière, de pas avoir de mesures vraiment qui vont changer quoi que ce soit sur l'apprentissage ou sur une meilleure éducation. Est-ce que là, c'est parce que, encore une fois, il parle à l'électeur macroniste et donc il va essayer de séduire un certain électorat pour les européennes, simplement? Alors, on a la conjonction de 2 choses. D'abord, il y a une stratégie qui est une stratégie personnelle. C'est ça qu'il identifie dans l'opinion. Quand il parle agriculture, quand il parle économie, il n'est pas identifié, il n'est pas visible, il n'est pas audible, et soyons encore une fois pas injustes, il n'a pas la main. Sur la question du déficit, ça se joue entre l'Élysée et Bercy. Matignon est court-circuité en la matière. Donc, ce faisant, il revient à ses fondamentaux, ce qui, du point de vue du narratif personnel, est pas idiot, parce que sur ces sujets, il est crédible. Il n'est pas tombé trop dans les sondages, ce qui, pour un Premier ministre après 2 mois, est pas si mal. Et donc, il parie sur ses fondamentaux, mais ce faisant, il construit une forme de contre-récit. Les 100 jours de Gabriel Attal, Valérie Ayé, Emmanuel Macron, qui sont en plein dans le discours de la Sorbonne, il ne faut pas qu'on soit trop ridicule dans 2 mois face à la liste de Glucksmann et à celle de Bardella, ils en ont rien à faire. Donc là, on est vraiment dans un logiciel qui est un logiciel attalien, si vous voulez. Et ça, il n'a pas forcément été nommé pour ça. Je rappelle, il était nommé pour lancer un souffle, pour pas que les européennes se passent trop mal. Et donc là, on a une sorte de logiciel parallèle. Ensuite, et là où malgré tout, il fait les affaires, je dirais, du bloc macronien du point de vue de la mobilisation électorale, c'est qu'en effet, il s'adresse à cette base électorale et pas qu'au centre-droit. Parce que quand vous regardez l'électorat de centre-gauche, l'électorat notamment qui peut hésiter entre Glucksmann, Ayé et les Verts, c'est en fait un électorat assez poreux. Même si les Verts sont pas un parti de centre-gauche, leur électorat se situe plutôt au centre-gauche. C'est un électorat très attaché à l'autorité. Il est très attaché à ses symboles d'autorité, etc. Il est très ferme sur la laïcité, il est très ferme, etc. Donc cet électorat-là peut être un électorat qui répond de même que celui de centre-droit. Quand vous parlez de ces sujets-là, vous triangulez sur votre propre base électorale. C'est une preuve relative de faiblesse parce que cet électorat, il est limité en nombre, mais il est très mobilisable et quand vous êtes en situation de menace, quand on vient vous chercher vos électeurs, lui parler n'est pas tout à fait idiot. Il a dit 2 choses hier. Il a certes parlé des questions d'autorité, etc., mais il a dit également les 2 milliards de réduction d'impôts sur les classes moyennes, on n'y touche pas, ils resteront. C'est le même électorat. Donc on voit que là-dessus, que ce soit sur le volet économique, le volet symbolique, le volet autorité, il parle à sa base électorale, ce qui, en situation de difficulté électorale, est pas idiot. Et il y a aussi ce verrouillage aussi de la communication gouvernementale, puisqu'on a appris, alors déjà que le service d'information du gouvernement a lancé un appel d'offres pour plus de 80 millions d'euros pour des agences de com, et que
qui est de l'ordre de la prise de parole de ministre doit être validée par le service de com de Matignon, y compris les citations dans la presse hebdomadaire ou quotidienne. Ça aussi, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est une pratique qui est là et qui s'intensifie peut-être avec Gabriel Attal qui ramène ça du porte-parole d'une certaine façon? Alors, c'est pas nouveau. Ça a théoriquement toujours été le cas. Ça a pratiquement jamais été respecté, notamment par un certain Gabriel Attal, qui pendant qu'il était dans les différents ministères qu'il a occupés, notamment l'Éducation nationale, n'avait pas grand-chose à faire de ce que pouvaient dire Matignon et Elisabeth Borne. Et c'est le jeu, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous êtes ministre, vous essayez souvent soit d'être calife à la place du calife, Premier ministre à la place du Premier ministre, voire président à la place du président, et puis vous développez votre propre narratif personnel, et puis on va être tout à fait franc. L'actualité et sa rapidité aujourd'hui fait que si vous n'êtes pas en capacité de réagir dans la journée, et Matignon n'a pas le temps de filtrer, de réécrire les interviews de façon en flux tendu, vous perdez le rythme. Donc c'est pas possible en réalité, mais ça montre une forme de fébrilité. Aujourd'hui, Gabriel Attal est pris entre d'un côté des ministres qu'il a du mal à contrôler. Il n'a pas de capital politique, c'est sa vraie difficulté. Il n'a pas de troupes dans la majorité. C'est pas François Bayrou, Édouard Philippe qui ont une partie de la majorité. Il n'a pas non plus. Il n'est pas à la tête du parti. N'étant pas à la tête du parti, il n'a pas accès à la mine d'or qu'est le parti politique en termes de ressources, y compris financières, et donc de capacité à s'imposer aux autres ministres. Et il doit tout à Emmanuel Macron, donc finalement il est très en position de faiblesse, c'est ce que vous dites. Il doit tout à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui lui fait une confiance limitée, Emmanuel Macron qui aimerait qu'il s'investisse plus ailleurs, notamment dans la campagne. Donc ses ressources politiques sont aujourd'hui extrêmement réduites. Donc quand vous en êtes à blinder sur des trucs dont vous savez que ça ne marche pas et de construire des effets de filtre administratifs, etc. sur la communication, c'est que vous êtes quand même en situation de faiblesse, que à défaut d'autorité que vous êtes capable d'imposer cette fois-ci à vos ministres, vous cherchez le corsage. Très bien, on va se retrouver dans un instant pour poursuivre ce bilan des 100 jours de Gabriel Attal à Matignon avec notre invité Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public. Si vous souhaitez réagir, 0826 300 300 au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on continue de dresser le bilan des 100 jours de Gabriel Attal à Matignon avec notre invité Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public. Et on a au téléphone un auditeur, Dust, qui est en Haute-Garonne. Bonjour Dust. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à votre invité. Alors, moi, en gros, je valide son discours sur Gabriel Attal, mais je ne suis pas du tout surpris. Parce qu'en fait, le problème de Gabriel Attal, c'est le problème qui est commun à tous les libéraux, c'est qu'ils sont ultra compétents pour gérer leur propre carrière, mais ils n'ont aucun sens du bien commun, ou des autres, ou du groupe, ou du peuple. Et du coup, leur liberté, elle ne s'arrête pas au commun celle des autres. Et c'est pour ça que c'est des gens qui réussissent, parce que en fait, ils sont quand même assez égoïstes. Par contre, en politique, le minimum, c'est d'avoir un peu de sens commun. Et de faire de l'action pour les autres. Et ça, ils en sont tout le temps incapables. Alors, Benjamin Morel, cette constante égoïste finalement et carriériste plutôt que altruiste. Et d'ailleurs, il y avait une étude américaine qui montrait que le centre était un des courants politiques les moins amoureux de la démocratie, qui regardait la démocratie avec circonspection. Oui, parce qu'il y a eu l'impression dans une partie de l'électorat centriste, ce qu'Alain Minc appelait le sac de la raison. En fait, la raison était là. Or, on ne discute pas la raison. La raison s'impose. Et donc, on ne discute pas du caractère bleu du ciel, sauf si on a un problème de vue. Et donc, quand vous avez une partie de la population qui vous dit que vous vous trompez, comment ça vous vous trompez? Souvenez-vous le traité de 2005, TCE. Le peuple a eu tort de voter contre, et donc ce faisant, on va faire passer ça par voie référendaire, par voie de congrès, parce que là, on est entre gens raisonnables, entre guillemets, et évidemment, la raison devait conduire à ratifier le traité. Donc ce logiciel-là, ce discours-là, il est très situé idéologiquement et politiquement. En réalité, on est dans un logiciel qui s'est développé dans les années 90. Dans les années 90, on cesse de croire dans les grandes idéologies. C'est pas un gros mot, l'idéologie. C'est la troisième voie de Blair, c'est ça, c'est-à-dire, au Royaume-Uni. Les idéologies sont mortes. Or, l'idéologie, c'est un rapport logique entre des idées, je le rappelle. Et donc, ces idéologies, elles avaient leur sens, leur construction, etc. Mais dès le moment où on considère que l'idéologie, c'est mal, que n'existe que la gestion,
et que la gestion passe par des indicateurs qu'on peut chiffrer, qui eux-mêmes partent d'objectifs, qui partent d'une réalité qui est une réalité fondamentalement idéologique, libérale, centriste. Et bien à ce moment-là, il n'y a qu'une voie. C'est le There is no alternative de Thatcher. Et donc, ce faisant, s'il n'y a qu'une voie, tout ce qui va à l'encontre de cette voie, au mieux nous retarde, au pire nous enfonce. Et donc, le peuple n'est là que pour légitimer et on ne lui parle plus. On fait de la pédagogie à son égard. Et donc, cette évolution-là du discours, de manière générale dans la classe politique occidentale, a été fondamentalement problématique parce qu'elle a conduit à ne plus former que sur le fond à une idéologie, sans construire vraiment d'alternatives politiques. Et aujourd'hui, on a un monde en crise, où cette idéologie se casse la gueule, on n'a plus vraiment d'alternatives parce que les partis politiques, là-dessus, n'ont pas fait leur job. C'est dévitalisé d'une certaine façon. Exactement, et puis il y a la propagande, la censure, on voit bien le climat de censure actuel qui fait froid dans le dos en démocratie. On a Pascal de Grenoble qui souhaitait réagir également. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Ravi de vous avoir. C'était pour le monsieur l'intervenant, excusez-moi, j'ai pas Monsieur Morel, Benjamin Morel. Monsieur Morel, voilà, ouais. Oui, voilà. Je voulais vous poser une question dans un premier temps. Les trans, je sais pas si on dit transgenre, transgenre. Mais ça, c'était le débat d'avant. Oui, ça, c'est pas pour moi. C'était l'invité d'avant. Là, on parle de Gabriel Attal. Ah zut. J'écoutais en déféré, excusez-moi. Ah voilà, donc non, alors ça fallait appeler avant. Désolé. Gabriel Attal, j'ai rien demandé. Hein. Voilà, non, il n'est pas trans, Gabriel Attal, jusqu'à preuve du contraire. Mais merci Pascal. On a Lila, 65 ans de Lyon, qui elle souhaite réagir sur Gabriel Attal. Bonjour Lila. Pas que sur Gabriel Attal, mais je voulais simplement dire à Monsieur Morel, que je vois passer de plateau en plateau, j'ai eu la même analyse que lui, parce que en l'écoutant, je me suis dit, ce que j'avais eu comme intuition était bonne. Pour moi, son passage furtif à l'éducation, c'était pour pouvoir le lancer et pour que les Français se disent on n'est pas étonné, il est bon, on va être content. Voilà, Monsieur Attal, on est d'accord. Moi, ce que je voulais demander à Monsieur Morel, que j'ai souvent écouté, je voulais vous demander comment se fait-il que ce gouvernement, aussi bien Monsieur le nouveau Premier ministre, Monsieur Attal, n'écoute pas les Français, et il n'y a pas beaucoup de commentaires. Un exemple, on a eu les infirmières qui ont défilé, qui ont manifesté pour informer, pour avertir, pour dire attention, il va y avoir des problèmes à l'hôpital. On a eu le Covid. Maintenant, on a les agriculteurs, pareil, qui à l'avance commencent à dire il y a des choses qui vont pas, pour justement nous préparer, parce que pour moi, je pense que l'avenir, il est dans le jardin. Ça sera la nourriture. Et j'entends jamais tous ces experts, tous ces économistes parler justement de tout ce qui est important, et notamment l'agriculture. Et puis je voulais aussi poser une question à Monsieur Morel. Comment se fait-il que ce gouvernement, même Monsieur Attal, court dans tous les sens, veut faire de la communication, et quand il s'agit de recevoir les Français ou de les écouter, ils veulent pas leur parler. Un exemple, Monsieur Macron avait parlé plutôt aux maires plutôt qu'aux personnes, aux Français normaux. Oui, ou le grand débat qui était mis en scène. Ouais. Alors, Monsieur Morel, cette non-écoute des Français, en fait, cette communication top-down, où il n'y a pas vraiment d'écoute, les cahiers de doléances des Gilets jaunes qui ont été enterrés. D'ailleurs, il y a une pétition pour qu'il soit rendu public. Enfin, le grand débat où Emmanuel Macron se mettait en scène pour parler pendant des heures seul. Et là, Gabriel Attal qui fait à peu près la même chose en réalité. Ça fait partie aussi là de l'ADN du macronisme. Ça renvoie exactement à ce qu'on disait tout à l'heure en réalité. Vous savez, le grand débat, c'est intéressant parce que pour avoir l'œil un petit peu sur le programme législatif avant le grand débat est à peu près le même que celui après le grand débat. Sauf que derrière, il y a le grand débat et puis il y a la conférence de presse, vous vous souvenez, dans la grande salle de l'Élysée, où en fait, on légitime des projets de loi qui étaient déjà dans les tuyaux, comme des solutions à la crise des Gilets jaunes qui auraient été trouvées pendant le grand débat. Donc le grand débat a servi de légitimation à quelque chose qui était déjà dans les tuyaux. Et donc on voyait que ça rejoint le There is no alternative de tout à l'heure, c'est-à-dire que... Grand débat qui était aussi en période d'élection européenne. Exactement. Et là on était sur une campagne déguisée en réalité pour les Européens. Alors il y avait une campagne déguisée, il y avait une façon de mobiliser son électorat, également de calmer. Enfin, c'était un vrai très très bon coup de com'. On parlait de la Baïa tout à l'heure, mais le coup de com' grand débat est un excellent coup de com' et vous revendez les mêmes solutions. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas ? Je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Là aussi, on l'évoquait tout à l'heure, mais les partis politiques, qui étaient des lieux où, malgré tout, vous pouviez justement avoir des ramifications sur le terrain. Les corps des élus locaux, l'administration déconcentrée, tout ça a été fragilisé. Il n'y a plus de lien entre la base et le terrain. Et ensuite, on a une homogénéité sociologique très très forte au sein, aujourd'hui, des gouvernements de type centriste.
et à la fois dans la composition, y compris dans l'électorat. Vous regardez un petit peu, par exemple en 2017, plus vous vous élevez dans l'échelle de revenus, plus vous avez de chances de voter Emmanuel Macron. Plus vous vous abaissez, plus ou moins vous avez de chances de voter Emmanuel Macron. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'on a à ce point-là une homogénéité sociale dans les votants et ensuite ce qui fait la base en fait qui ne bouge pas, le socle électoral. Exactement. Et je veux dire, c'est pas en soi mal. Je veux dire, chacun vote pour qui il veut évidemment, mais ça fait qu'ensuite la possibilité de s'ouvrir à d'autres conceptions du monde, à d'autres problématiques, devient beaucoup plus difficile. Donc il n'y a plus de lien sur le terrain. Il n'y a plus de relais, et en même temps, il y a un entre-soi. Mais il y a même aussi le choc du réel, en fait, sur l'idéologie. Enfin, voir ceux qui défendaient la mondialisation heureuse parler maintenant de souveraineté, ça pose question aussi. Ça pose question, mais là, on est, je dirais, encore une fois, dans la communication. Prenez la notion de souveraineté européenne. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens, mais c'est pourtant utilisé par Valérie Ayé. Pourtant utilisé par Emmanuel Macron dès son discours devant le Congrès en 2017. Il emploie à ce moment-là ce terme-là. La souveraineté, on le sait depuis Jean Baudin, elle est une. Donc soit vous avez un État fédéral européen qui est souverain, soit vous avez une République française qui est souveraine. Sinon, l'Union européenne est une organisation internationale dans laquelle on opère des partages de souveraineté, etc. Mais c'est en rien une souveraineté européenne. Donc prendre ce concept de souveraineté, l'évider de sa substance, lui injecter une autre substance et l'envoyer dans le débat public, ça c'est très moderne et très macronien comme méthode de communication. Ça peut fonctionner, mais à terme, enfin ça fonctionne du point de vue de la com, mais à terme ça trouble également la vision politique que l'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui quand vous parlez de souveraineté, dans le débat public, vous ne voulez plus rien dire. Oui, mais on voit aussi sur le CETA, la façon dont le traité va revenir en douce avec la visite au Canada de Gabriel Attal pour rassurer les partenaires canadiens, où là-bas il a dit que le CETA passera quoi qu'il en coûte, quasiment, alors que ici en France, le débat c'est les sénateurs rejettent le CETA, refus du débat à l'Assemblée nationale, et puis c'est les agriculteurs qui continuent de se poser des questions sur ce traité transatlantique. Oui, alors qu'il y aurait probablement pas de majorité aujourd'hui pour voter ce CETA. Et c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté aujourd'hui d'un gouvernement qui part du principe que, et c'est ce que l'on évoquait encore une fois tout à l'heure, mais qu'il n'y a qu'une alternative en la matière. Le CETA doit être ratifié, et à partir de là, ce qu'en pense le peuple, ce qu'en pensent même les parlementaires, c'est secondaire parce que tout a été négocié en amont, notamment avec les partenaires européens et les Canadiens, et donc il n'y a plus le choix. Merci beaucoup Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public, d'être revenu avec nous sur la campagne européenne et le bilan de Gabriel Attal à Matignon. Tout de suite, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff. À 13h, ils reçoivent Jean-Marie Poiré, le célèbre réalisateur des Visiteurs et aussi du Père Noël est une ordure. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.